Bonjour Valérie. Bonjour. Donald Trump a donc appelé Vladimir Poutine jeudi, appel à propos de l'Ukraine. Est-ce qu'il a bien fait ? Donald Trump, pendant sa campagne, a dit qu'il réglerait le conflit et qu'il réglerait l'agression russe en Ukraine en 24 heures. Moi, ce que je veux dire, dans tous les cas, c'est bien qu'évidemment, il soit soucieux du devenir du continent européen, mais que rien ne doit se faire contre la vie et contre la position des Ukrainiens il aurait pas dû et de Volodymyr Zelensky. Parce qu'Emmanuel Macron, il dit que ça ne sert à rien d'appeler Vladimir Poutine dans la mesure où, de toute façon, il n'y a rien à négocier et il ne nous écoute pas. Je le redis, la position des Ukrainiens et de Volodymyr Zelensky, c'est celle qui doit nous guider dans les relations à la Russie et dans le règlement de ce conflit. Parce que là, des échos qu'on a à la fois par la presse, le Washington Post notamment, de cette conversation, et puis aussi un conseiller de Donald Trump qui précise à la BBC que l'objectif quand même c'est de ramener la paix en Ukraine, mais pas de restituer les territoires perdus, notamment la Crimée. Il semble préciser et accélérer ce qu'il a dit pendant la campagne. Est-ce que c'est acceptable ça ? Mais je le redis, en fait, il n'y a rien d'autre. Rien qui ne soit acceptable, rien n'est acceptable qui ne corresponde pas à la position de Volodymyr Zelensky. L'avenir des Ukrainiens se décidera avec les Ukrainiens et les États-Unis. Les Européens doivent être unis derrière Volodymyr Zelensky. Il n'y a pas d'autre option possible. Que feront les Européens ? Là aussi, depuis le temps qu'on dit l'Europe reste avec l'Ukraine, quand on va entrer dans le dur, si je puis dire, qu'est-ce qu'on fait ? Unité des 27 et unité derrière Volodymyr Zelensky. C'est un slogan, Valérie. Tous les pays ne sont plus sur cette ligne aujourd'hui. On a un problème en Europe avec le cheval de Troie de Donald Trump et le cheval de Troie de Vladimir Poutine. C'est un certain Viktor Orban, qui en plus assure la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Et qui n'est pas complètement tout seul, parce que Giorgia Meloni n'est pas loin. Mais Giorgia Meloni, jusqu'à présent, elle a été très claire sur le soutien à l'Ukraine et j'espère qu'elle le restera. On n'a pas d'autre choix que de continuer à soutenir les Ukrainiens. C'est notre sécurité collective qui est en jeu. Et depuis 2022, on est unis malgré les jeux de Viktor Orban. Moi, je voudrais quand même qu'on se remette 2 ans en arrière. Je pense que Vladimir Poutine donnait très peu cher de l'unité des Européens. Or, malgré des moments de tension, c'est vrai, on a réussi à rester unis sur la question européenne. Maintenant, il faut accélérer sur la défense européenne pour créer les conditions de notre propre sécurité. Et c'est vraiment l'une des priorités qui doit être la nôtre. Est-ce que Valérie, vous craignez que Donald Trump soit tenté, pour se débarrasser, du conflit, de donner une victoire à Vladimir Poutine ? Mais c'est hors de question. Hors de question. C'est notre sécurité collective qui est en jeu aujourd'hui. Si Donald Trump, par ailleurs, donnait, pour reprendre votre expression, une victoire à Vladimir Poutine, c'est la loi du plus fort. C'est la remise en cause de tous nos préceptes et nos principes de l'état de droit et international. Donc évidemment qu'on doit batailler et mener la bataille et faire comprendre très clairement à Donald Trump que ça n'est pas l'intérêt des Européens, mais ça n'est pas non plus l'intérêt des Américains. Mais quand vous dites loi des plus forts, répondre à la loi du plus fort. L'Europe est plus forte, a des chances d'être plus forte dans ce cadre-là ? Mais je le redis, on n'a pas d'autre choix. On a été unis. Maintenant, avec quels moyens ? On a mis 120 milliards d'euros sur la table depuis 2022, d'aide militaire, d'aide humanitaire et d'aide financière. Les États-Unis ont mis 60 milliards d'euros sur la table d'aide militaire. Il faut qu'on soit prêt, si jamais les États-Unis décidaient demain de ne plus aider l'Ukraine, il faut qu'on soit prêt à mettre davantage d'argent sur la table. Si demain, Vladimir Poutine gagnait en Ukraine, c'est, je le redis, notre sécurité collective qui est en jeu. Vous croyez vraiment au fait que les pays européens aujourd'hui sont prêts à mettre plus d'argent pour l'Ukraine ? On voit bien que c'est quand même progressivement une forme de désengagement, une forme de lassitude qu'il y a dans les pays européens, qui aussi existe dans les opinions, mais qui existe aussi chez les gouvernements. On n'a pas d'autre choix. Vladimir Poutine, il nous menace directement. C'est notre voisin. On est à quelques milliers de kilomètres de Paris. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est continuer à aider l'Ukraine, rester aux côtés de Volodymyr Zelensky et du peuple ukrainien. Et c'est avancer sur notre défense européenne. Aujourd'hui, en fait, on se retrouve dans une situation où, schématiquement, on laisse notre sécurité collective dans les mains de quelques milliers d'électeurs en Pennsylvanie, à 6000 kilomètres de chez nous. Ça n'est plus supportable. Donc évidemment, on a besoin de l'OTAN pour assurer notre défense et la solidarité de notre défense collective, mais il faut que l'Europe sache défendre l'Europe. Et ça veut dire mettre plus d'argent sur la table pour mettre en place une défense européenne. Les États-Unis investissent 3 fois plus que nous, 900 milliards d'euros versus 300 milliards d'euros pour les Européens sur leur défense. Il faut qu'on assume une préférence européenne. Ça fait
Je crois que ça fait à peu près depuis 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron qu'il y a cette volonté d'une indépendance européenne en termes de défense. Et ça fait depuis 2017 que la Pologne, qu'un certain nombre de pays européens continuent d'acheter des avions américains, continuent de se mettre sous le parapluie de l'OTAN. Et ça s'est renforcé depuis 2022. Est-ce que c'est quand même pas un peu une chimère derrière laquelle vous courez? Et en clair, la France, pardon, je complète, la France est un peu seule dans ce combat. Non. Et je crois que l'élection de Donald Trump est un électrochoc. L'électrochoc attendu et doit être une opportunité pour avancer sur cette question. Évidemment, vous le dites, on a un certain nombre de pays en Europe qui préféraient toujours être sous le parapluie américain. On voit l'attitude de Donald Trump, une prise de conscience brutale qu'il faut qu'on crée notre propre sécurité, qu'on soit indépendant par nous-mêmes. Et oui, c'est plus possible d'avoir dans nos armées européennes 80% de nos équipements qui sont produits à l'extérieur de l'Union européenne. Donc ça veut dire assumer une préférence européenne. Mais qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que ça va changer? Mais l'élection de Trump. Et Vladimir Poutine, été élu en 2016, Donald Trump. Mais tout le monde pensait que c'était une parenthèse. Et on se doutait, il y avait une probabilité qu'il soit réélu. Et moi, ce qui m'agace, je suis au Parlement européen depuis 2019, c'est effectivement, et pour aller dans votre sens, une forme d'attentisme des États qui se disaient, alors on va espérer que Donald Trump ne soit pas réélu et que les États-Unis continuent d'assurer la sécurité du monde. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que dès 2011, sous administration démocrate, les Américains ont commencé à changer de priorité. Obama a lancé le pivot Asie-Pacifique. Donc déjà, au début des années 2000, Joe Biden n'a pas changé de politique. Donc très clairement, on avait cette conscience partagée. Emmanuel Macron, dès 2017, dans son discours de la Sorbonne, a insisté et déployé le concept d'autonomie stratégique, de défense européenne. On l'a porté avec le groupe Renew Europe que je préside au Parlement européen. Et aujourd'hui, il y a deux événements majeurs, le déclenchement de la guerre en Ukraine et la réélection de Donald Trump, qui, je l'espère, seront les électrochocs nécessaires pour avancer en la matière. Valérie, vous dites électrochoc et en fait on va le constater sur énormément de sujets parce qu'évidemment ce serait trop simple s'il n'y avait que la défense et précisément l'unité des Européens elle va être mise à l'épreuve avec notamment l'augmentation des droits de douane américains de 10 à 20%. Et vous pensez d'ailleurs qu'il va effectivement mettre ces menaces à exécution? Vous savez, Donald Trump, il est toujours imprévisible, donc on ne sait pas s'il mettra ou pas ces menaces à exécution. Il ne porte pas les Européens dans son cœur, disons-le clairement. Oui. Moi, je crois que d'abord, personne n'a intérêt à une guerre commerciale. Personne. Parce que ça veut dire très concrètement une hausse des prix des produits pour les consommateurs. Mais donc ça veut dire qu'on ne répond pas? Consommateurs européens, consommateurs américains. Ça veut dire concrètement une perte de compétitivité pour les entreprises européennes, mais potentiellement entreprises américaines. Ça veut dire des parts de marché en moins. Ça veut dire des emplois qui sont perdus. Donc, en fait, je le redis, personne n'a intérêt à la guerre commerciale. Au niveau de l'Union européenne, on a toujours été les tenants du dialogue et du multilatéralisme. On le restera, mais il faut qu'on soit prêt à montrer les dents et à montrer les muscles. Ça veut dire quoi? C'est le fait de ne plus être herbivore, comme dit Emmanuel Macron. Et ça correspond à quoi, très concrètement? Donc clairement, si nos intérêts sont menacés, s'il y a des droits de douane qui sont mis en place, eh bien on répond avec la même chose. Comme pour les Chinois, comme pour les voitures électriques chinoises. Alors, en fait, on a déjà commencé à changer de logiciel et à changer de paradigme par rapport aux 10 dernières années. Sur le mandat qui vient de se terminer au Parlement européen, on a adopté un certain nombre d'outils pour être plus offensifs si nos intérêts sont menacés. Ça va de la réciprocité dans l'accès au marché public, c'est-à-dire que si nos entreprises n'ont pas accès au marché public, on réduit l'accès des entreprises chinoises, par exemple, à nos marchés publics. Ça veut dire que s'il y a des produits, des industries qui sont sursubventionnés, exemple véhicules électriques chinois, eh bien on rétablit la juste concurrence et on met en place les droits de douane. C'est jusqu'à 45%. C'est 35% de droits de douane sur les voitures chinoises électriques. Donc on est offensif. Et donc, je le redis, multilatéralisme, dialogue, pas de guerre commerciale, mais si nos intérêts sont menacés, il faut répondre. Et on a par ailleurs un atout majeur, au-delà des outils dont je viens de vous parler, c'est notre marché. 450 millions de consommateurs, le marché le plus riche au monde. Et évidemment que les entreprises américaines auront besoin d'accéder à notre marché. Les Allemands, ils auront très envie, dans le contexte qui est leur, d'imposer des droits de douane aux Américains et d'engager une guerre commerciale, plutôt que de négocier peut-être, en bilatéral. Les Allemands, ils sont dans une situation politique extrêmement critique. Ils font face à deux crises majeures. Une crise structurelle. Leur modèle économique a complètement explosé. Ils se sont mis dans la main des Russes pour leur approvisionnement énergétique. Ils se sont mis dans la main des Chinois d'un point de vue commercial. Ils se sont mis dans la main des Américains pour leur défense. Et aujourd'hui, depuis la crise sanitaire, avec la guerre en Ukraine, avec les difficultés économiques et la perte de compétitivité, ils se rendent compte à quel point ils ont commis des erreurs. Et donc, ils sont dans une refonte aujourd'hui de leur modèle. Ensuite, il y a la crise politique
qu'on connaît, la difficulté pour cette coalition. L'explosion de la coalition, là, il y a quelques jours. Donc, si je vous dis ça, Valérie Ayé, c'est qu'on a vu déjà par le passé, assez récent, Olaf Scholz refuser d'aller à Pékin avec Emmanuel Macron pour aller négocier seul avec Xi Jinping des accords commerciaux. Est-ce que c'est pas le risque que se reproduise exactement la même chose avec Donald Trump? C'est une erreur majeure. Et moi, je vois à quel point Olaf Scholz est affaibli dans son propre pays. Et donc, à mon avis, il a tout intérêt à profiter de l'unité des Européens. En fait, c'est un principe de base. Est-ce qu'il vaut mieux négocier tout seul ou est-ce qu'il vaut mieux négocier à 27 ? Évidemment qu'on est plus fort à 27. Donc j'espère que les Allemands, Olaf Scholz reviendra à la raison et évidemment on sera beaucoup plus fort pour défendre nos intérêts à 27 plutôt qu'un pays qui aille tout seul. Mais effectivement, vous avez raison, il y a ce risque-là de désunion des Européens et de tentation de certains d'aller négocier individuellement qui avec la Chine, qui avec les États-Unis. L'Europe va avoir un vrai problème de leadership, là, à minima dans les prochains mois, parce que élection en Allemagne, ce qui est très probable, ça crée une période de flou. La France n'est pas non plus en position vraiment de force. On se souvient de la démission fracassante de Thierry Breton à quelques heures de l'annonce de la commission von der Leyen. Il devrait être remplacé par Stéphane Séjourné, qui aura son grand oral demain, mais il aura là aussi pas le portefeuille élargi comme celui qu'espérait Thierry Breton. Il sera entouré de commissaires qui ne partagent pas forcément ses vues. Ça va être compliqué les mois prochains en Europe. Alors moi, je m'inscris en faux quand j'entends dire que le leadership français serait mis à mal. Stéphane Séjourné, qui va être soumis à une audition par le Parlement européen. Je me permets de faire une parenthèse d'ailleurs sur les auditions des commissaires et sur le processus qu'on est en train de vivre en ce moment au Parlement européen. C'est un processus démocratique inédit, c'est-à-dire qu'on a la Commission, c'est Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et c'est 26 candidats commissaires. C'est comme si, qui sont auditionnés, c'est comme si les députés à l'Assemblée nationale auditionnaient les futurs ministres. Simplement, je ferme la parenthèse parce que c'est un exercice important. Pour être concret, le commissaire français n'aura pas le périmètre qu'avait Thierry Breton. Il a un périmètre, Stéphane Séjourné... Et évidemment pas l'expérience, mais ça, on ne peut pas lui en vouloir pour l'instant. Stéphane Séjourné, il est l'un des numéros 2 de la Commission européenne. Il a un périmètre qui est hyper important, qui est sur le portefeuille, la prospérité et la stratégie industrielle. Il a 5 commissaires sous sa coordination. Qui ne sont pas tous alignés avec lui. Non mais, attendez, ils sont alignés. Alors, on peut avoir des priorités politiques qui sont partagées. Ursula von der Leyen, elle a été élue en juillet par le Parlement européen. Et les lignes directrices, son programme de travail, il a été largement inspiré par le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron et par le programme que j'ai porté. Donc évidemment, on n'est pas aligné 100% sur tout, mais ce leadership-là par la France, il est assumé. Et il sera un vice-président sur 6. Ils étaient 3. Le portefeuille le plus important de tous les vice-présidents exécutifs. L'influence de la France, elle est là et elle est démontrée chaque jour. On va s'interrompre une toute petite seconde. On va continuer à parler de l'influence de la France en Europe, mais aussi de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. D'abord, le fil info, 9h moins le quart, Marine Klett. Début il y a quelques minutes de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, pour débloquer des aides financières et accompagner les pays en développement face à la crise climatique. Les besoins sont colossaux, au moins 1000 milliards de dollars par an pendant les 25 prochaines années. Discussion épineuse attendue dans l'un des plus anciens pays pétroliers. Le gaz et le pétrole représentent aujourd'hui un tiers du PIB de l'Azerbaïdjan. Attention, danger de missiles, un message diffusé ce matin par l'armée de l'air ukrainienne. Elle craint de nombreuses frappes russes après le décollage de plusieurs avions, dont 8 bombardiers stratégiques depuis Moscou. Le ministre chargé des Outre-mer, François-Noël Buffet, en Martinique aujourd'hui, déplacement de 4 jours pour apaiser les tensions. Hier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Paris pour demander la baisse des prix des produits dans ces territoires. Et puis Lyon sort vainqueur du derby hier soir face à Saint-Etienne, victoire 1-0 de l'OL. Ce matin, le PSG est toujours leader invaincu de Ligue 1 de football devant Monaco et Marseille. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Ce matin, Valérie Ayé, présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen, membre de la Commission de l'Agriculture, vos origines quelque part, et un sujet important. La France sera représentée par Agnès Pannier-Runacher, la ministre, à la 29e COP, conférence climat de l'ONU. Vous y seriez allé en Azerbaïdjan ? D'abord, je voudrais dire que on ne peut pas supporter le moindre relâchement dans la lutte contre le changement climatique. On le voit tous les jours, malheureusement, les inondations à Saint-Omer, la tempête Boris en Europe centrale, les drames en Espagne, et donc les effets du dérèglement climatique, ils sont là. Mais peu importe que ce soit en Azerbaïdjan. Et on a par ailleurs, on en a parlé longuement, Donald Trump, qui est élu président des États-Unis, qui estime que le dérèglement climatique est un canular.
Donc il faut qu'on accélère sur la lutte contre le réchauffement climatique. L'Union européenne a été leader en la matière. On a adopté beaucoup de lois pour atteindre l'objectif de neutralité climatique d'ici à 2050. Maintenant, il faut engager le temps 2. Simplement en perspective globale. Maintenant, on va engager le temps 2 au niveau européen avec le Clean Industrial Act, qui est en clair la création d'emplois et la compétitivité sous le volet industriel de vert, et ce sera porté par Stéphane Séjourné. Ensuite, sur la COP, aujourd'hui, à Bakou, la question du boycott, je pense, était légitime et se posait. Maintenant, on est dans une configuration, je vous le redis, contexte international, dérèglement climatique. Je pense qu'il faut saisir l'opportunité de cette COP pour 2 choses. D'abord, réaffirmer une position de fermeté vis-à-vis du régime de Bakou, parce qu'on n'est pas dupe et on sait les ingérences de l'Azerbaïdjan, notamment en France, en Nouvelle-Calédonie. On sait que le contournement des sanctions russes passe aussi par l'Azerbaïdjan. On sait évidemment à quel point il est nourri par les hydrocarbures, et on sait aussi la situation au Haut-Karabakh. Et donc il faut saisir cette opportunité de la COP pour réaffirmer une position de fermeté d'un point de vue diplomatique vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Mais évidemment, je pense qu'il faut y aller. Diplomatique ou économique ou énergétique, bien sûr. Et on a aussi intérêt à participer à ces négociations et à soutenir le processus onusien. L'un des éléments de cette COP, l'une des priorités de cette COP, c'est de travailler sur le financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Notamment. Effectivement, donc c'est fondamental. Avec quel argent ? Oui. Justement, c'est la question qui doit être mise sur la table. Et on sait que ça fait partie des sujets les plus difficiles qui soient. Sur les précédentes COP, il avait été question d'avancer sur ce sujet-là. Ça n'a pas été possible. Donc, clairement, j'espère que cette COP sera fructueuse. Les résultats de l'Europe sont bons, même excellents, en décarbonation, moins 8,3% en 2023. On est dans les clous des objectifs. Mais sans les pays du Sud, ça n'a aucun sens. On est d'accord ? Bien sûr. Donc il faut accompagner. Est-ce que l'Europe, dans les négociations internationales, il apparaît quand même de plus en plus que l'Europe est une sorte de repoussoir vis-à-vis des pays du Sud. C'est ce qui ressort beaucoup de certains membres du GIEC, notamment, qui ont le sentiment presque de s'asservir à l'Europe s'ils passent aux énergies renouvelables. Comment on contre ça ? Mais surtout, il faut les accompagner financièrement. C'est tout l'enjeu, évidemment. Et moi, je comprends les pays du Sud qui disent « mais en fait, vous vous êtes développés en polluant beaucoup pendant les 50 dernières années et vous nous, en quelque sorte, leur discours, c'est de dire « vous nous empêchez ou vous nous limitez notre développement aujourd'hui sur le modèle qui a été le vôtre il y a 50 ans ou 40 ans ». Maintenant, en fait, on doit s'engager et engager la planète dans une transition environnementale. C'est-à-dire comment on accompagne les pays du Sud pour qu'ils exploitent pleinement leurs ressources. Le solaire, la géothermie, le nucléaire qu'on peut peut-être développer partout, évidemment, dans le monde, évidemment, mais véritablement qu'on mette les moyens financiers sur la table et l'intérêt, l'enjeu de la lutte contre le dérèglement climatique. En fait, si on ne peut pas avoir raison tout seul, nous, Européens, effectivement, on est motel et moteur, mais si les États-Unis quittent les accords de Paris, si la Chine ne joue pas le jeu, si les pays du Sud ne jouent pas le jeu non plus, eh bien, on subira tous, on les subit déjà, les conséquences du dérèglement climatique. Alors, à propos de pays du Sud, Valérie Ayé, vous connaissez bien le monde agricole, votre famille en est issue et vous en êtes issue. Vous êtes aussi, vous travaillez sur ces sujets au Parlement européen. L'accord entre l'Europe et le Mercosur, est-ce que on peut encore imaginer le bloquer? Et vous, d'ailleurs, comment vous vous situez? Il faut que la France bloque à tout prix, ou est-ce qu'il faut peut-être essayer de continuer à négocier? Notre position, elle est claire. L'accord entre l'Europe et le Mercosur, les pays d'Amérique latine, c'est non. Ça a toujours été notre position, depuis celle du président de la République, celle qui a été la nôtre au Parlement européen. C'est non en l'état. Il nous faut le respect des accords de Paris et il nous faut la réciprocité pour que les produits qui arriveront sur le marché européen respectent les normes qu'on impose à nos agriculteurs. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'informations fiables de la part de la Commission européenne selon laquelle elle signerait ou pas. En tout cas, maintenant, la priorité des priorités, c'est de continuer à faire pression, comme le fait le président de la République. Si la Commission se dit qu'elle signe? Eh bien, si la Commission n'entendait pas nos positions, celles du monde agricole, on connaît la crise agricole qui a été enclenchée et qui a émergé en début d'année, qui n'a pas concerné que la France, qui a concerné toute l'Europe. Donc si la Commission décide d'y aller, et qui redémarre, si la Commission décide d'y aller quand même, c'est pas la fin de l'histoire.
En clair, il faut constituer une minorité de blocage. De quel pays? Est-ce que la France s'y emploie? Mais bien sûr, la France s'y emploie depuis le premier jour. Avec qui? Depuis le premier jour. Et d'ailleurs, on dit Autriche, Pays-Bas, Pologne seraient réticents à cet accord. Si l'accord n'a pas été signé jusqu'à présent, c'est parce qu'Emmanuel Macron s'est mobilisé et qu'on a fait pression sur la Commission européenne pour ne pas le signer. Et donc, maintenant, il faut continuer avec quelques-uns de nos alliés. On sait qu'il y a beaucoup des États membres de l'Union européenne qui souhaitent qu'on avance sur la signature de cet accord. Ça n'est pas notre position. On va essayer de faire entendre raison à la Commission européenne. Et si jamais la Commission décidait de passer outre et de signer, c'est pas la fin de l'histoire. Le Parlement européen se mobilisera. Pardon Valérie, on va revenir sur le Parlement, mais sur la minorité de blocage des États déjà. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous avez l'impression que les positions bougent de la part de certains États? Et en fait, il faut aussi rappeler à nos partenaires que, évidemment, il faut construire des relations commerciales. Et d'ailleurs, elles existent déjà. Les accords commerciaux, ça permet de structurer les relations commerciales. Évidemment, il faut avoir une relation privilégiée avec l'Amérique du Sud. Mais ça ne peut pas se faire au détriment de nos agriculteurs. Qui peut comprendre aujourd'hui qu'on fasse venir sur notre marché des produits qui ne respectent pas les normes qu'on impose à nos propres agriculteurs. On l'a fait pendant trop de temps, encore aujourd'hui, et donc c'est le sens de la proposition que j'ai portée pendant la campagne en mettant en place une force de contrôle sanitaire pour s'assurer que les produits qui rentrent en Europe respectent bien les normes qu'on impose à nos agriculteurs. D'union dont on parlait en Europe tout à l'heure, elle se joue là aussi, la perte d'influence de la France d'une certaine façon aussi, et globalement la désunion de l'Europe aussi. Parce que pour emmener cette minorité de blocage, il va falloir... je ne trouve pas l'expression, mais y aller, quoi. Non, mais je vais vous donner 2 exemples de l'influence française. Un, je l'ai redit, si aujourd'hui l'accord n'a pas été signé, c'est parce que la France, parce que le président de la République, parce que nous, au Parlement européen, on s'est mobilisés sur le précédent mandat pour dire non à l'accord en l'état. On va continuer la mobilisation. Autre exemple de l'influence française, on en a parlé tout à l'heure, les 35% de tarifs douaniers sur les voitures électriques chinoises. Beaucoup d'États étaient contre, l'Allemagne était contre, l'Espagne était contre. C'est une demande... posée par la France. Si Ursula von der Leyen l'a fait, c'est parce que le président de la République s'est mobilisé. Et donc, elle est là, l'influence française. Elle se traduit tous les jours. En cas de signature de l'accord avec le Mercosur, on rappelle ces pays d'Amérique du Sud, dont le géant brésilien, le Parlement européen a un moyen d'action? Exactement, le Parlement européen doit se positionner. Alors, c'est consultatif ou c'est contraignant? Non, c'est contraignant. Et donc, on ne connaît pas encore la configuration de ce nouveau Parlement européen. Je pense que si l'accord devait être signé, évidemment, on mènera la fronde et la mobilisation pour s'opposer à cet accord. Valérie, on vous a peu entendu depuis les élections européennes où vous aviez été tête de liste du parti macroniste et les législatives qui font suite à une dissolution que rien n'imposait, avez-vous dit il y a quelques jours chez nos confrères de France Culture. Vous avez eu l'occasion de le dire au président de la République, ça? Écoutez, j'ai dit à vos confrères de France Culture que c'était la décision du président, que je la respectais. Oui, mais vous allez un petit peu plus loin. Et voilà, c'est intéressant aussi avec le recul aujourd'hui d'avoir vous sortiez de la campagne, vous apprenez le soir, vous assistez à cette réunion où il réunit les ténors de la majorité. Vous êtes au téléphone, je crois, depuis le lieu où vous attendez les résultats. Vous encaissez ça quand même, c'est brutal, quoi. Eh bien, donc c'est normal que vous disiez ça, peut-être. Rien imposer cette dissolution, ça veut dire quoi? C'est la décision du président qui a considéré, au regard des résultats de ces élections européennes, qu'il fallait redonner la parole aux Français. Et c'est jamais une erreur de redonner la parole aux Français. Sauf que quand on voit l'état de l'Assemblée aujourd'hui, vous dites peut-être j'avais vraiment raison. Non, mais ce que je retiens quand même de cette séquence, si on doit aller chercher du positif dans cette séquence, c'est la mobilisation des Français. On n'a jamais autant entendu parler de politique. Moi, j'allais au restaurant, j'entendais toutes les tables parler politique. C'est le Front républicain qui s'est organisé pour faire barrage à l'extrême droite. Et on a une responsabilité. Valérie, vous nous expliquez quasiment que c'était formidable et que c'est mieux, c'est que c'est plus simple maintenant. Non, mais attendez. Évidemment, la configuration est plus complexe qu'elle ne l'était avant la dissolution, mais la situation était déjà complexe avant la dissolution. C'était très compliqué de trouver des majorités. Moi, ce que je regrette, surtout, c'est l'irresponsabilité des partis de gouvernement. C'est l'irresponsabilité de la gauche qui n'a pas saisi la main tendue, l'opportunité. Moi, au Parlement européen, je travaille tous les jours avec la droite européenne, avec les socialistes européens. On a la culture du compromis qu'on n'a pas encore en France. Mais cet été, ce qu'il aurait dû se passer, c'est qu'il aurait fallu que tous les chefs de tous les partis de gouvernement soient représentés et se mettent autour de la table, se disent on est dans un moment critique. Pour le coup, c'est pas que la gauche, ça. Non, mais la gauche a refusé d'assumer ses responsabilités. Et donc, ils auraient dû se dire non, mais la Macronie n'a pas cherché non plus ça. Mais si, la Macronie a tendu la main. Bien sûr que si. Et d'ailleurs, en assumant de dire que le Premier ministre ne pouvait plus être issu de nos rangs.
Maintenant, si on a une droite de gouvernement qui aujourd'hui est en responsabilité et qui assume une responsabilité, mais si on a une gauche de gouvernement qui n'assume pas ses responsabilités, comment on fait pour faire avancer le pays? Donc moi, je le redis, je regrette l'irresponsabilité de la gauche. Je pense que tous les chefs de partis pro-européens et démocrates auraient dû se mettre autour de la table et dire, pour les 2 ans qui viennent, on n'est pas d'accord sur tout, mais on a 10 points prioritaires pour l'avenir du pays, et on se met autour de la table. Et ensuite, on a une responsabilité collective à respecter le vote des électeurs qui ont fait le barrage et le Front républicain. Merci à vous, merci. Valérie Ayé. Je rappelle que vous êtes députée européenne, présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen. Merci d'avoir été l'invité du 8h30 France Info. Et merci à vous, Bérengère Bonte. Merci Adrien.